On va juste regarder l'aspect. J'ai regardé un peu les blés hier avant qu'il pleuve. Les grains sont encore bien mous. Donc c'est pas pour tout de suite. Je pense que les blés bio seront coupés en premier puisque sans protection fongique, ils ont terminé le cycle beaucoup plus vite avec une dessiccation très rapide des feuilles. Quand certaines parcelles ici sont restées vertes beaucoup plus longtemps. Pour rappel, on parle souvent, les densités de semis pour moi sont un sujet assez important à travailler. Le colza, vous voyez, à côté était semé à 19 grammes mètre carré. Ici, c'était un semis du fin novembre, autour du 22-23 novembre, donc assez tardif, et j'ai pas semé plus de 320 grammes mètre carré pourtant, 340 au soir à disque, donc il y a eu un peu de perte en plus, plus qu'au soir à dents. Et vous voyez, il y a quand même largement assez de dépit par rapport au potentiel de la culture. Je veux vraiment travailler à descendre les densités et continuer à faire des bornes d'essai. Je vais vous en parler de ça et faire des mesures. Bon, on verra par contre l'état des grains. Là, ils viennent encore de se reprendre. Bon, c'était pris 10 mm en début de semaine, week-end début de semaine. Et là, bon, c'est repris 23 sous forme orageuse de cette nuit. Il ferait bon semer des colzas et des couvercles en fait, mais la seule parcelle moissonnée, c'est celle-là. Donc tout ça, c'est des colzas semi-direct à la dent aussi récoltés. On va aller voir l'orge et je vais vous parler de quelque chose. Là, je suis dans un des champs d'orge moissonnés. Je vais vous montrer un truc. De mémoire, je vous rappelle, j'avais un défaut et un point un peu délicat, c'était le broyage et la répartition des pailles. Je vous en ai parlé souvent dans nos systèmes, c'est quelque chose de vraiment très important, puisque à l'endroit où les pailles sont broyées et réparties, reste là. Si on passe pas d'outils spécifiques comme une herse à paille pour légèrement déplacer les pailles, on peut créer des gradients de différence de concentration de paille au sein de la parcelle pour avoir des concentrations un peu linéaires et de menus paille aussi. Donc ça, c'est deux choses différentes. Souvent sur les machines, la répartition des menus paille, c'est bien ce qui sort des grilles. Donc tous les petits grains, les adventices, les petits brins. Donc ça, faut vraiment éviter de les concentrer puisque vous allez avoir des levées localisées de repousse de céréales par exemple. L'effet cul de batteuse ou andin, ça ne doit pas apparaître dans les champs ça normalement parce que ça peut vraiment poser des soucis pour les colzas, les couverts par exemple, puisque vous allez vraiment concentrer les levées à un endroit. Il faut que la levée des repousses soit homogène dans le champ. Donc il faut que les éparpilleurs de mille-paille soient vraiment bien réglés, bien fonctionnels et surtout présents sur les machines. Et là, dans mon système, je garde aussi la paille, qui est pour moi un matelas de sécurité face aux aléas climatiques, que ce soit le chaud, le sec, les excès d'eau ou autre. Le but, c'est de tamponner quand il fait très chaud pour limiter l'évaporation de l'eau. C'est ce qui me permet de faire quasiment lever des colzas et des couverts quasiment tous les ans de manière assez sécuritaire par rapport aux techniques culturales simplifiées qui met à nu les sols. On a une évaporation qui doit être... Je crois que le ratio, ça doit être x20. J'ai déjà dû vous mettre la diapo quelques fois. Et donc, si on concentre la paille à des endroits, on se retrouve à concentrer, en fait, à augmenter l'humidité résiduelle à des endroits de la parcelle et à la diminuer à côté, à l'endroit où il y a moins de paille. On augmente le besoin d'activité biologique, et donc de flux de fertilité, dont surtout d'azote, pour dégrader le carbone. C'est pour ça qu'on parle de céssurène souvent. Donc, on va utiliser beaucoup d'azote dans les zones où il y a beaucoup de paille à dégrader et beaucoup moins ailleurs. Donc on va créer, vous voyez, différents gradients d'humidité, d'azote, ainsi de suite. Donc c'est vraiment très important d'avoir le broyage et la répartition des pailles la plus homogène possible. C'est pour ça qu'avec la TF76, qui était une pâteuse qui broyait et répartissait assez mal, j'avais acheté une herse à paille pour essayer de répartir un peu ça. Ça a d'autres avantages sur le défibrage de la paille, les limaces ou autres, mais l'outil, la fonction principale était pour ça à l'époque. Et malgré ça, des fois, je m'embêtais quand même pas mal, puisque des fois, j'arrivais à moissonner un peu en biais la parcelle et à semer dans le sens normal, mais des petites parcelles, déjà qu'on a moissonné les tours doivent forcément être faits dans le sens du semis. Des parcelles comme ici, qui sont pas très grandes, qui doivent faire 3,5 hectares, mais avec énormément de recoins. Et bien en fait, quand on a fait les tours, on a fait 75% de la parcelle. Donc ces méthodes de biais ne s'appliquent pas.
Donc je vais vous montrer un truc sur la répartition pour le coup. Donc là, la coupe était assez haute. J'aurais pu baisser encore un peu. Mais comme cette année on n'a pas pu rouler les semis de céréales à cause de l'humidité, je fais très attention aux pierres. Donc là on est entre les andins, on est pile entre le passage des roues de batteuse. On a bien de la paille qui est là. Là on pourrait venir semer quelque chose. Là on est au niveau des passages de roues, donc on a à peu près la même quantité de paille. Et là vous voyez on est plus écarté et on a encore de la paille. Donc maintenant je devrais avoir un broyage et répartition des pailles meilleur. Il faut quand même que je règle un peu. C'est que je vois qu'au niveau quelques passages de roues, là, j'avais une concentration un peu supérieure. J'ai l'impression que ça a gardé un peu plus à quelques endroits. Il faut que je regarde quand même le réglage du broyeur. Tout ça pour vous dire. Tout ça pour vous dire que on a pris une décision cet hiver, c'est qu'on opérait un renouvellement de la machine. Déjà parce qu'elle commençait à être assez vieille, elle avait 24-25 ans. Elle avait un manque de fiabilité malgré tout l'entretien. Un peu de performance, on débauchait très tard pendant toutes les moissons. Et le broyage répartition. Donc tout ça pour dire, on a renouvelé les machines, on reste sur un principe de machine à rotor. Nous, les rotors étaient dans la largeur de la machine, maintenant ils sont dans la longueur. Donc c'est une CR de chez nous Yolande. Après la marque ou peu importe, ou le modèle, le but c'est on est resté dans une machine de ce type-là. Le machine à secoueur ont peu d'intérêt pour nous. Et j'ai mis l'accent sur le broyage, répartition des pailles, simplicité aussi de la machine, et il y a le côté SAV, pièce main d'œuvre. Maintenant pour cette marque, on a un concessionnaire qui a à peine 2 km, donc c'est un atout de taille. Mais voilà, je vous en parle que vite fait là, j'en parlerai pas forcément souvent de cet aspect-là. Le modèle ou autre a peu d'importance. Je voulais laisser vraiment la partie agronomique, broyage, répartition des pailles et des menus pailles qui m'importe. Et aussi pouvoir intervenir dans les conditions voulues. Et pour le colza, je vais y gagner pas mal puisque l'ATF avait assez de mal dans le colza. Il fallait vraiment pas qu'on avance vite et on pouvait bloquer facilement les rotors. Et ce renouvellement de machine aussi a une autre importance. Je vais pouvoir vous montrer un peu plus souvent. Les cartos, j'ai changé le système de cartographie des parcelles. Je suis passé sous Field View et le but était de générer les cartos au moment du semis. Alors les semoirs sont pas isobus. Je rentrerai moi-même la densité de semis au début de l'opération et je ferai l'enregistrement des zones en surdensité, en sous-densité pour avoir des calques semis que je pourrais retrouver facilement en densité. Et le but aussi c'est de générer la carto au moment des épandages d'engrais avec le pulvé qui lui isopus, donc et les fongies par exemple, les herbicides. Donc le but c'est de garder tous les calques des différentes opérations semis, pulvé, fertile, poisson, qui correspondent à 90% des opérations dans la parcelle, pour arriver à mieux mettre en lumière et continuer à faire évoluer les itinéraires techniques, la conduite des cultures, dans les choix des densités, les choix de quantité et de matières actives, produits phytosanitaires et de fertilisation. Je vous en parlerai plus tard ou je vous en reparlerai d'autres fois. Voilà, donc là, je vais clôturer par un petit tour dans le maïs. L'autre maïs, à mon avis, ça fera une vidéo qui est bien assez longue. Cela, à mon avis, ça va peut-être lié à la proximité un peu avec la haie, les arbres et autres, mais... Passage d'animaux là. J'ai sorti, on a bougé des cerfs hier, en moissonnant.
Allez, on va finir ce petit tour par l'autre parcelle de maïs, celle qui était en double couvert, dont je vous parlais tout à fait en début de vidéo. Vous voyez déjà le maïs est moins haut, le semis a été un peu plus tardif. D'ailleurs, il y a quelques jours d'écart, mais honnêtement, c'est pas l'explication de la hauteur, puisque derrière moi, là, c'est du maïs bio classique avec des... il y a un couvert d'hiver pur févrole, mais après il y a une destruction labour à son tentative classique. Le sol a été réchauffé plus fort, il a été semé plus tard et il a largement rattrapé celui-là et les limites plus réguliers. Donc ici, ça me traduit qu'il y a un manque de réchauffement global de la ligne. Alors on verra si c'est un incident sur le rendement. Là on voit que j'ai encore quelques adventices. On voit que le couvert pourtant a bien disparu, commence à avoir bien disparu en surface. Mais je pense qu'il y a eu un manque de vigueur et de chaleur. Et c'est aussi marqué au niveau variétal. On va regarder, donc là on est sur la modalité un peu strip till. On la reconnaît ici parce que vous voyez, il y avait vraiment beaucoup de débris et résidus, mais pourtant c'est en train de disparaître. Vous voyez le sol ici, c'est un peu plus limoneux, c'est un peu plus glacé au moment des fortes pluies, on a un peu plus de déstructuré en surface et la terre est différente sur la ligne. Donc là on est sur la partie strip till, on va faire un petit scrolling comme ça, strip till. Je vais essayer de voir la différence avec les chiffres directs. Ça reste quand même globalement correct pour l'année, au vu de ce que je vois dans la campagne, faut quand même raison de garder. Je me plains pas du tout de mes maïs, mais je vois que j'aurais pu faire mieux. Ça va me conduire, le but c'est de piloter pour les années suivantes. Là on arrive dans la partie semi-direct. Les premiers rangs, je suis en train de travailler la dent, vous savez j'ai mis une petite dent. Donc là on le voit au niveau du sol, le comportement du sol est différent. La ligne, vous voyez au niveau de la ligne, bon, c'est pas pour ça. Visuellement c'est mieux pour la ligne, ça a beaucoup mieux accepté les épisodes de pluie, mais le maïs par contre est moins développé et même moins régulier. J'ai des trous là, je pense que c'est une question d'équipement de semoir parce que j'ai des rangs qui sont très réguliers, vous voyez comme ça. Et là, non, là je suis sur le passage de pulvé, j'ai roulé sur la ligne. Parce que l'autre rang est là. Donc, ah oui, c'est que j'ai trop écarté. Ici, je sais plus pourquoi avec le GPS, donc j'ai roulé où il fallait. Et vous voyez, le maïs est moins régulier. Et je suis moins content. On le voyait régulièrement, il y avait des décolorations, il y avait comme des carences induites. Là, ici, il y aura de la perte de rendement liée à la méthode d'implantation. Donc là, le sol, pour moi, n'était pas assez réchauffé pour faire du semis direct ici. Le semis était très beau, mais le sol pas assez. Pourtant, quand je mettais le thermomètre, on était entre 15 et 17 degrés. Mais après, on a eu beaucoup de pluie, ça a bien refroidi l'ensemble. Il a eu un peu plus de mal à repartir. Donc sur la partie biomasse aérienne, pour moi, il y a un effet dépressif sur cette parcelle-là, le semis direct, alors que l'autre non. Donc vous voyez, les mêmes techniques, mais mis dans des conditions différentes de précédents, de température de sol ou autre, on peut avoir des résultats assez différents. Il faudra quand même attendre la moisson pour tirer les conclusions. Là, ici, on est dans le décalbe. Il était souvent plus clair, plus décoloré comme ça. Le semi-direct, il a beaucoup moins plu que le pionnier. Le pionnier, c'est du P9300, le décalbe, je ne me rappelle plus des chiffres, pour être honnête. Voilà. Donc on verra à la moisson, je ne vais pas passer encore 10 minutes là-dessus. Mais je voulais vous montrer le ressenti strip till semi-direct entre deux parcelles différentes, des conditions différentes, des résultats assez différents. Cette année, il fallait primer pour le réchauffement de la parcelle. Pas que de la ligne d'ailleurs, ça se trouve, peut-être que cette année, un passage de herse rotative ou de déchômeur léger aurait permis de gagner en température globale sur cette parcelle. L'autre parcelle, on voit qu'il n'y avait pas besoin. Ici, vu que c'était plus humide, il aurait peut-être fallu ouvrir ou faire réchauffer les premiers centimètres de sol pour gagner en réchauffement. Mais c'est toujours pareil, bon,
on s'était dit qu'à un moment il allait faire sec, arrêter de pleuvoir tout le temps. C'était pas le cas. On verra à la moisson comment ça se traduit. Je suis content du comportement du sol, mais c'est pas forcément ce qui me fait directement vivre à la fin de l'année. Donc on verra les différences de rendement. Ça reste relativement propre. Le désherbage a été fait un peu plus tôt ici. La parcelle était un peu plus sale. J'ai pas vu grand chose d'autre qui a relevé derrière. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ai montré un peu différents trucs. La partie batteuse Filju, je reparlerai peut-être une autre fois. C'est le tout début pour l'instant, donc je fais que des observations, j'ai pas de conseils, j'ai pas d'enseignement à donner, ou ainsi de suite. C'est juste pour l'instant une mise en route, et pour l'instant j'en suis assez content par rapport au fonctionnement, ça a marché nickel. Voilà, bon, on va voir, on va pouvoir peut-être reprendre à moissonner semaine prochaine. Je sais pas par quoi on va pouvoir attaquer, peut-être des blés bio, parce qu'ils auront une fin de cycle très rapide que je vous ai montré, et peut-être un peu de colza. Allez, salut, bon week-end et bonne moisson à vous tous. Je sais que beaucoup de régions de France, c'est assez compliqué, même dans le secteur ou pas très loin, il y a des batteuses qui se piquent et qui s'enlisent assez facilement. Donc là, ça montre encore l'intérêt d'avoir une portance assez importante des terres de par les pratiques culturales. D'ailleurs, c'était quelque chose qui m'embêtait dans le changement de machine, c'est que toutes les machines récentes sont lourdes. Là, j'ai perdu en fait. En poids de machine, la machine est plus lourde. On a pris une petite CR, pourtant, les petits rotors en puissance, on va dire raisonnable et pas la très grande trémie, mais la machine est quand même globalement plus lourde. Alors elle est mieux chaussée, on est en 900, mais le poids il est quand même, même si on le répartit, le poids il est quand même. Donc j'ai regardé les premières trémies que je faisais pour voir un peu, je voyais très peu d'empreintes au sol. Dans l'Orge tout à l'heure, vous l'avez vu un peu, c'est la seule parcelle où ça réussit à marquer un peu. C'est une parcelle avec un type de sol et assez différente. Elle était en prairie permanente depuis tout le temps et je l'ai mis en culture il y a quelques années. Cette parcelle, ça fait toujours très moutonneux, très soufflé, et en fait tout le temps, la terre est toujours souple tout le temps. Bon allez, salut, bon week-end à vous, bonne moisson.